Liège, c'est une ville qui vit et que traverse un fleuve paisible, la Meuse, sur lequel glissent de longues péniches et de petits bateaux. Mais Liège, c'est aussi la ville de Georges Simenon, l'auteur francophone le plus traduit dans le monde grâce à son fameux commissaire Maigret, interprété à toutes les sauces, au cinéma comme à la télé. C'est de lui que nous allons parler ce soir, Georges Simenon, et pour ce faire, Edmé de Havê a invité un spécialiste de l'auteur, Christian Lubins, tellement passionné par l'homme qu'il lui a consacré un livre fouillé qui fait référence. Christian Lubins est lui-même auteur puisqu'il a déjà commis une vingtaine d'ouvrages, dont certains pour les enfants, et détail curieux, il a travaillé comme secrétaire littéraire d'Alexis Curvert, l'autre grand nom de la littérature liégeoise, avant d'entrer à la Communauté française, où il œuvre désormais au service de la promotion des lettres. Alors je ne sais pas si on va nous entendre, mais il est clair que pour interviewer Simenon, l'idéal ce serait qu'il soit vivant. L'idéal serait qu'il soit vivant. Ce serait bien, mais le souvenir est vivant. Oui. De toute façon, on va voir quelqu'un qui lui connaît Simenon de A jusqu'à Z. Ah oui, là. Alors, moi, dans ma tête à moi, c'est une caricature. Simenon, c'est un odieux personnage qui a réussi extraordinairement bien sa vie. Oui. Et je crois que cette caricature, on a quelqu'un qui va nous la démonter de A jusqu'à Z. La nettoyer, mais, oui. Ouais, on ne peut pas faire ça ici, c'est pas possible, il y a trop de monde. Non, il y a trop de bruit. Alors on va aller où? Donc voilà, nous allons découvrir le vrai. Ouais. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de Simenon, dont tu vas nous rectifier un peu la légende quelque peu sulfureuse. Mais au départ, on peut dire, enfin, je pense qu'on peut dire que c'était un enfant assez précoce. Simenon, enfant précoce, oui, si on pense aux rapports amoureux, aux rapports sexuels, puisque il racontera plus tard dans plusieurs autobiographies portant des titres différents qu'il a connu à l'âge de 12 ans et demi sa première expérience sexuelle. Alors, précoce comme enfant terrible, sûrement, surtout aux yeux de sa mère, la terrible Henriette, avec qui il ne s'est jamais entendu, puisqu'elle lui préférait son frère Christian. Et Georges va aussi être un écrivain précoce, après avoir été un lecteur tout aussi précoce, puisqu'il lisait, raconte-t-il, les classiques russes du 19e, lorsque on ne lit pas encore grand-chose aujourd'hui. Et on sait qu'il va publier, à l'âge de 16 ans et demi, son premier roman, qui s'intitule Au pont des Arches. Il va aussi être très précoce dans le milieu du travail, puisqu'il sera journaliste à la Gazette de Liège dans sa 16e année. Je suppose que c'est à peu près à cette époque-là, alors qu'il rencontre une femme qui est également artiste peintre. Absolument. Mais d'abord, effectivement, il va la rencontrer à Liège, c'est Régine Ranchon, et pendant ce temps-là, Georges tire à la ligne pour faire bouillir la marmite. Et pour gagner de l'argent, il va surtout produire une quantité assez incroyable, sous des tas de pseudonymes. 2 romans par semaine. Oh, il en faisait parfois 2 par nuit. Mais pas des romans, non, ça s'appelait roman, mais en fait c'était des plaquettes de nouvelles. Hein. De cette période, on retient, à juste titre ou pas, qu'il avait des opinions antisémites et qu'il fréquentait beaucoup les bordels. Alors, je ne sais pas s'il faut faire un lien entre ces deux choses très différentes, mais il ne s'en est jamais caché, ni de l'un ni de l'autre. Alors, pour les bordels, c'est clair, on sait bien, il a un jour dit avec Fellini, moi j'ai connu 10 000 femmes, Fellini disant, ah, moi 6 000 seulement. Tout ça, ce sont évidemment des vantardistes de vieillards. Ce qui est vrai, par contre, c'est que, mais une nouvelle fois, il ne s'en est jamais caché, il a connu énormément de prostituées. Bon, alors, le fameux canard qui est son antisémitisme supposé. C'est pas un canard, hein, parce qu'il y a quand même au moins une dizaine de textes très clairs là-dessus. Non, il y a moins de 10 textes, 7 exactement, qu'il a commis à la demande de Marteau, le rédacteur en chef de la Gazette de Liège, j'allais faire un lapsus, de la Gazette de Liège, donc très conservatrice. Marteau,
patron d'un journal de droite conservatrice, lui avait initié une série d'articles dénonçant le péril juif. C'était très à la mode à cette époque-là, hein, aussi bien à gauche qu'à droite d'ailleurs. Et Simenon a repris une série d'articles commencés par un autre journaliste du journal d'ailleurs, de la Gazette de Liège. Et il va finir cette série d'articles qu'on lit aujourd'hui, évidemment avec un tout autre esprit, qui sont nauséabonds. Mais il était très jeune. Mais il avait 17 ans, même pas, et c'était un travail de commande. Il n'était pas plus antisémite qu'à mes yeux, il n'était d'extrême droite. C'est faux. Il est un anarchiste de droite, sans doute, si on veut vraiment choisir une étiquette, c'est-à-dire qu'il n'aime pas ce qui est collectif. Il n'aime pas la foule, il n'aime pas la masse, ça lui fait peur. Je crois que ça vient de son enfance d'ailleurs. Donc au début des années 30, il va publier très vite 13 Maigret, en ayant le génie de la communication, hein, de la publicité. Ces romans ont les premières couvertures photographiques. Ah. Oui, c'est chez Fayard. C'est sa campagne de pub, sa campagne de com, dirait-on aujourd'hui, elle se fait sous forme d'un bal anthropométrique où tous ce qu'on n'appelait pas encore les bobos à l'époque, mais toute la bourgeoisie branchée parisienne vient s'encanailler dans ce bal anthropométrique, etc. Et Simenon maîtrise très bien tout ça. Bon, ben alors on arrive malgré tout à la période de guerre. Hein, bon. Et là, il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis de Simenon, encore une fois, à tort ou à raison. D'abord, on l'a carrément traité de collaborateur, et on lui a surtout reproché aussi d'être une sorte d'ami de la Continental, qui était la grande société de diffusion de films allemande. Et après la guerre, il s'est un petit peu éclipsé, il est allé au Canada, à New York. Simenon a gagné de l'argent en donnant l'autorisation d'adapter certains de ses romans à des productions qui relèvent de la Continentale avec des capitaux allemands. Donc, on va lui reprocher. Il sera d'ailleurs assigné à résidence au Sable d'Olonne pendant 2 mois et demi. Le dossier est vide. L'affaire se conclut par un non-lieu. Donc, il n'y a rien. Une fois de plus, on a été parfois a posteriori dans le fantasme. Canada, Amérique, et puis en fait l'Eldorado qu'il espérait y trouver ne lui plaît plus guère après quelque temps. Le côté puritain des États-Unis l'insupporte, et au début des années 50, il va quitter le Nouveau Monde pour revenir dans le Vieux Monde, sur le Vieux Continent, et après quelques mois d'errance sur la Côte d'Azur, ils vont s'installer sur la rivière vaudoise, donc à Lausanne. Ce qui m'intéressait avec mon co-auteur Michel Carly dans La Belgique de Simenon, c'était de faire découvrir combien les racines liégeoises, bien sûr, c'est bien connu, mais aussi les racines belges ont d'importance dans son œuvre romanesque. J'aurais pu faire n'importe quelle autre profession, mais enfin, j'ai toujours eu envie d'écrire, et du moment que j'écrivais, j'ai suivi, comment dirais-je, une sorte de discipline, car j'ai énormément de discipline. On imagine que j'écris avec beaucoup de facilité, que pour moi c'est presque un jeu, etc., parce que j'ai écrit beaucoup, mais en réalité, il me faut une volonté énorme pour me mettre à ma machine et pour travailler. J'ai commencé par des romans populaires, j'ai commencé par apprendre mon métier, pour pouvoir petit à petit arriver à m'exprimer avec facilité, comme je désirais le faire. Je travaille, pour ainsi dire, comme le chien de Pavlov. Il y a une mise en scène dans mon bureau, avant de me mettre à ma machine, qui paraît très ridicule à n'importe qui. Eh bien, c'est parce que petit à petit, ça me met dans l'ambiance de mon roman. Avant, ça n'existait pas.